Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour l'information au menu de votre journal. L'épidémie de dengue à La Réunion, elle se stabilise à un haut niveau dans l'ouest et le sud de l'île. 5750 cas depuis le début de l'année. Opération de nettoyage à suivre dans ce journal. Elles vont d'ailleurs se renforcer dans les jours à venir. Mouvement de protestation des parents d'élèves ce matin devant la salle polyvalente du parc. 6 écoles de Sainte-Marie privées de garderie dès la prochaine rentrée. Nous les entendrons dans un instant et nous irons également au rectorat où une intersyndicale des agents de l'académie appelle au débrayage. Son porte-parole Jean Oudel Oumana nous attend d'ailleurs en direct. Le mondial de football 2018, l'Angleterre se qualifie pour les quarts de finale en éliminant la Colombie. Les Anglais affronteront ce samedi les Suédois. Voilà pour les titres santé tout d'abord. Le moustique, vecteur de la dengue, résiste à l'hiver austral. Du coup, l'épidémie est plus que jamais d'actualité avec quasiment 400 nouveaux cas déclarés par semaine et des hospitalisations qui ne diminuent pas. 5750 cas depuis le début de l'année. Les autorités sont-elles dépassées par la situation? La question reste entière et sur le terrain, les actions de prévention se poursuivent. Patrick Smith et Laurent Pirotte ont assisté à une opération de nettoyage dans le quartier des pêcheurs, c'est à Saint-Leu. 400 cas de contamination chaque semaine sont toujours enregistrés malgré l'arrivée de l'hiver austral. Notre moustique fait de la résistance. C'est la première fois depuis 40 ans que l'AEDES continue à transmettre autant le virus en cette période de l'année. L'enjeu effectivement est que le virus de la dengue continue à se transmettre à la fin de l'hiver austral et qu'à l'été austral prochain, avec la densité de vecteurs augmentant, il y a une reprise épidémique majeure au niveau de la Réunion. Donc l'enjeu est vraiment de diminuer drastiquement le taux de contamination à la fin de l'hiver austral. Sur le terrain, les équipes de l'ARS, l'Agence régionale de santé, sont toujours en recherche active. Il faut se protéger avec des répulsifs, éliminer les gîtes larvaires et le cas échéant procéder à la pulvérisation d'insecticides. Justement, on fait un traitement d'appoint dans des zones de circulation virale, ce qui nous permet justement d'éliminer au maximum les moustiques contaminés. Malgré le froid, il faut rester vigilant. L'action individuelle demeure la plus efficace et surtout, en cas de fièvre, de mal de tête ou de courbature, consulter un médecin. Il n'y a pas beaucoup de moustiques dans le secteur. Ça va parce qu'il n'y a pas de point d'eau vraiment pour avoir des moustiques. Si on n'en fait pas des points d'eau, il n'y en a pas. Vous faites attention dans le jardin là. Oui, vous plantez beaucoup, mais pas de soucoupe sous les... Non, il n'y a pas de soucoupe, elles sont enlevées. Même si vous avez déjà eu la dengue, vous pourriez contracter de nouveau la maladie et à chaque nouvelle contamination, le risque de faire une dengue sévère augmente. Nous vous l'annoncions dès hier soir, la présumée fraude autour des élections européennes du côté de Sainte-Suzanne. 4 ans après le début de l'enquête, l'affaire a donc connu un rebondissement. 4 personnes ont été mises en examen. Et dans cette affaire, les enquêteurs ont interrogé jusqu'à 200 personnes. Jean-Régis Ramsani. La justice compte sur les 4 personnes mises en examen pour faire la lumière sur les élections européennes à Sainte-Suzanne. À l'époque, Aline Murin avait dénoncé des irrégularités sur la liste d'émargement. De nombreuses signatures douteuses figureraient sur les documents. Au contraire, la mairie qui organisait les opérations de vote n'a rien trouvé de troublant. Au fil des années, les gendarmes ont écouté plusieurs personnes qui siégeaient dans les bureaux de vote, d'où les 4 mises en examen. Depuis le début de cette affaire, le député européen Younous Omarji avait condamné ces pratiques en précisant qu'il se constituerait partie civile. Idem pour cet élu de l'opposition. S'il y a des personnes qui se sont laissées manipuler dans cette affaire, qu'elles parlent et qu'elles arrêtent de porter sur leur dos, sur leurs épaules, cette responsabilité qui est très grave au sein de la République française, où on dit qu'il faut respecter le droit de vote. Joint au téléphone, le maire Maurice Gironcel ne souhaite pas réagir sur la procédure en cours. Dans ce dossier, la liste conduite par Younous Omarji remporte près de 67% des suffrages dans la commune. Résultat entre guillemets surprenant, puisque sur le plan départemental, la dite liste obtenait 23% des suffrages. Ce rebondissement intervient à moins d'1 an des élections européennes. Le casse-tête de l'extraction des andins agricoles du côté de Saint-Paul. Les planteurs de la zone de l'Antenne 4 sur la route des Tamarins sont très mécontents. Ils l'ont expliqué pourquoi ce matin à Jean-Marc Seguin, reportage.
Cyril est agriculteur sur la zone de l'Antenne 4. Il ne comprend pas pourquoi les andins qui protègent ses champs devraient être enlevés, alors que cela lui avait été interdit lors de son installation. Pour l'épiérage de son champ, obligation lui avait donc été faite de positionner les roches perpendiculairement à la pente. Des gens de la DRL, ils sont venus nous voir et ils nous ont dit que si on enlève les andins, on sera pénalisé. Et voilà. Bon. Il y en a certains agriculteurs, ils ont enlevé, et sûrement ils ont payé leur loyer ensemble, mais moi j'aurais bien aimé le faire pareil, mais bon, on m'a interdit. De toute façon, il n'y a pas de secret, hein. S'ils vont enlever les andins, on va avoir des dégâts sur le site balnéaire, hein. Ça c'est sûr et certain. Déjà quand il y a des fortes pluies, il y a des cailloux qui tombent sur la voie Canière. Des inondations à répétition, c'est ce que craint l'association Cadre de Vie de la Saline, qui monte au créneau contre cette enquête publique courte qui va se dérouler pendant les vacances scolaires. Il y a 11 jours effectifs d'enquête publique pour un secteur qui va de Saint-Gilles-les-Bains jusqu'à la ravine de la Saline, donc qui va impacter tout le littoral. Et ça, c'est scandaleux, scandaleux. Donc nous demandons au préfet d'avoir un petit peu de bon sens, d'être raisonnable et de reporter cette enquête publique à la rentrée en septembre avec peut-être un peu plus de temps. L'association compte en ce moment pas moins de 7 enquêtes publiques sur l'Ouest. Des enquêtes très discrètes au sujet de celles qui concernent donc l'enlèvement des andins. Elle compte alerter le ministère de l'Environnement. Les vacances scolaires approchent à grands pas. Les enfants sont bien sûr ravis, mais les parents, eux, n'ont pas le sourire, notamment les parents d'élèves de l'école Gaspard à Sainte-Marie. Suite à la baisse annoncée des contrats aidés, ils ont décidé de manifester ce matin devant la salle polyvalente où se déroulent d'ailleurs les inscriptions périscolaires. Conséquence donc de cette diminution, pas de garderie dans 6 écoles de Sainte-Marie dès la rentrée prochaine. Jean-Claude Toyer, Willy Thévenin. Certains ont fait la queue depuis 5 heures ce matin pour être sûrs de pouvoir inscrire leurs enfants dans les activités péri- ou extrascolaires. Mais ces parents de l'école maternelle des Gaspard, eux, n'auront pas cette chance. La mairie a décidé de tout supprimer pour la rentrée prochaine. Il n'y aura donc plus de garderie. Il n'y a pas de système de navette, il n'y a rien qui a été mis en place et on ne sait pas comment on va faire. Donc les parents qui travaillent, ils se retrouvent en difficulté ou bien même ceux qui ont des formations. Je travaille au port, donc soit j'arrête de travailler, je donne ma démission et je m'occupe que de ma fille, mais en aucun cas j'aurai les moyens de prendre une assistante maternelle et de débourser 400 ou 500 euros par mois. Là, j'ai pas de solution à ce jour pour la rentrée pour mon fils. Donc je ne sais pas, à 15h30, c'est quasi impossible aux parents qui travaillent de pouvoir récupérer leur enfant. Face au désarroi des parents, la mairie évoque la fin des contrats aidés pour justifier ces mesures. Il faut savoir que nous avions 50 animateurs l'année dernière. Cette année, nous n'avons que 10. Donc déjà, il y a ce problème-là. On va devoir forcément recruter pour la rentrée. Mais on se retrouve quand même confronté aussi à un autre problème, c'est-à-dire la réglementation nous impose aussi un certain nombre d'animateurs par rapport aux enfants accueillis. C'est malheureusement les écoles qui n'ont pas beaucoup d'enfants accueillis qui vont en pâtir évidemment. La mairie promet d'étudier des solutions palliatives, notamment avec les associations, pour soulager les parents. Mais la rentrée prochaine s'annonce de toute façon très difficile. Autre mouvement de protestation, celui des agents administratifs de l'Académie de la Réunion. Ils débrayent depuis moins d'une heure déjà. Bonjour Jean-Odel Oumana, vous êtes en direct de l'Académie de la Réunion. Quels sont vos motifs de mécontentement précisément, monsieur ? Notre motif, c'est le manque du dialogue social dans l'académie. On nous réunit dans les instances de concertation, mais on s'assoit sur les positionnements des collègues, notamment sur les avis des collègues. Vous mettez également le doigt... Dernièrement, on a fait voter... Allez-y, monsieur Oumana. Oui, dernièrement, on a voulu faire passer en force une circulaire qui concerne l'aménagement du temps de travail. Après plusieurs groupes de travail, après plusieurs concertations, l'administration a décidé de nous enlever une journée de congé, sachant qu'il n'y a aucun texte réglementaire qui est venu abroger ce qui existait auparavant. Est-ce que vous avez déjà rencontré le recteur pour faire le point sur ce problème, sur cette circulaire justement de la colère ?
On a déjà eu une rencontre avec le recteur qui nous a dit de revoir ses collaborateurs qui devaient justement revoir la situation. Or, la situation n'a pas été revue. Donc, nous demandons effectivement, monsieur le recteur, de revoir justement cette circulaire. Si ça reste dans le cadre légal, nous pensons que cette circulaire est illégale. C'est une interprétation. Et vous savez bien, quand on a un texte de loi, ce qui fait force de loi, c'est une loi ou un décret. Une circulaire, c'est qu'il est là pour interpréter. Mais là, dans cette circulaire, l'interprétation qui est faite, c'est le fait de l'administration. Monsieur Oumana, quelle suite est-ce que vous allez donner à ce débrayage, dites-nous ? On fera une rencontre avec l'ensemble des intersyndicales. Je rappelle que nous sommes unis. Il y a 5 syndicats, l'UNSA, la FSU, SNPTES, CGT Éducation et la CFDT. Et partant de cela, nous allons voir pour un possible débrayage demain, voire vendredi. Et pourquoi pas jusqu'à temps qu'on a le retrait de cette circulaire, que le recteur accepte de revoir tous les positionnements et qu'on règle les problèmes de la souffrance au travail des collègues, qui n'est pas réglé, mais les problèmes sont souvent déplacés. Merci, monsieur Oumana, d'avoir été en direct avec nous dans ce journal. Comment s'annonce la rentrée universitaire maintenant ? Premières inscriptions ce vendredi après les résultats du baccalauréat. Quelle nouveauté cette année ? Eh bien, le virage du Parcoursup, plutôt bien amorcé. C'est ce qu'a affirmé ce matin le président de l'université, Frédéric Miranville, interrogé par Florence Bouchou et Jacques Payette. Parcoursup est une nouveauté qui remplace le système admission post-bac. C'est une nouveauté qui a fait peur, qui a pu faire peur parfois, et c'est la raison pour laquelle je me suis engagé au titre de l'établissement sur 2 points très forts. Le premier point, c'est qu'il n'y ait pas de sélection, ou qu'on ne puisse pas imaginer qu'il y ait une sélection dans les filières non sélectives à l'université. Et le deuxième point, c'est qu'il n'y ait aucun jeune qui reste sans proposition d'admission. Donc à ce stade, donc le 25 juin, on a terminé la procédure initiale Parcoursup, et on peut clairement constater qu'il n'y a aucune proposition qui est en attente. L'ensemble de ceux qui ont fait des propositions, qui ont fait des candidatures, ont eu une proposition d'admission, et nous amorçons la phase complémentaire avec des résultats qui sont très satisfaisants. À ce stade de ce journal, arrêtons-nous sur cette problématique, les cyberattaques contre les entreprises. Comment se protéger ? La Réunion n'est pas épargnée par le piratage informatique. Alors quel dispositif pour garantir la sécurité de votre réseau ? Voyons ensemble ce reportage signé Laurent Figon et Philippe Poirot. Dans cette société réunionnaise, on accompagne les entreprises face aux cyber-risques. Plusieurs fois par jour, des pirates du net cherchent à récupérer vos données informatiques pour les vendre ou les monnayer. Il y a d'autres types d'attaques qui sont assez virulentes à La Réunion. Des organisations mettent en place des scénarios assez sophistiqués pour se faire passer pour des dirigeants d'une entreprise et détourner des sommes d'argent, faire des virements, des choses comme ça. Une des solutions est de sensibiliser les employés et les dirigeants à ces attaques qui ne sont pas sans conséquences pour les sociétés. Activités arrêtées, perte de confiance des clients et même amende pour ne pas avoir suffisamment protégé les données informatiques. C'est un petit peu comme si je vous posais la question de savoir est-ce que votre argent est plus sécurisé chez vous ou à la banque. C'est un peu le même principe, quoi. La banque, elle met en place tout un ensemble de dispositifs pour garantir que votre argent sera bien protégé. Nous faisons pareil avec les entreprises pour leur donner, quoi. Ce n'est pas parce que la Réunion est loin géographiquement des grands centres qu'elle n'est pas concernée. Le fait d'être sur un territoire insulaire donne un faux sentiment de confiance. Quand quelqu'un veut lancer une cyberattaque, il va scanner de manière automatique l'ensemble du réseau. Et derrière, que ce soit une entreprise réunionnaise, une entreprise parisienne, si la porte est ouverte, elle va rentrer et elle va essayer de vous voler des données ou de chiffrer vos données. En début d'année, une compagnie d'assurance a même mis en évidence dans un baromètre annuel que le coût des dommages subis par les entreprises suite à une attaque cyber est supérieur au risque climatique. On poursuit avec l'actualité nationale, marquée notamment par une vague de violences urbaines à Nantes. C'était la nuit dernière, conséquence en fait de l'arrestation d'un jeune âgé de 22 ans par la police suite à un refus d'obtempérer. Le fonctionnaire a fait usage de son arme. L'individu est décédé des suites de ses graves blessures. Le point sur ces échauffourées avec Sébastien Thomas. Comme cette annexe de la mairie de Nantes, plusieurs bâtiments ont été ravagés par les flammes cette nuit dans plusieurs quartiers. Des voitures ont également été brûlées, des policiers pris à partie. Tout est parti d'un contrôle routier qui a mal tourné quelques heures plus tôt. Selon la police, un automobiliste de 22 ans en infraction est arrêté. Il doit être conduit au commissariat mais résiste et blesse légèrement un CRS.
Un de ses collègues ouvre alors le feu et blesse le jeune homme au cou. Il serait ensuite décédé à son arrivée à l'hôpital. Cette version des faits est contestée sur place par plusieurs témoins. La maire de Nantes est arrivée sur les lieux en milieu de nuit. La police puis la justice, dans son indépendance, devra faire toute la clarté et la plus totale des transparences sur ce qui s'est passé ce soir. Mais l'urgence ce soir, au moment où je vous parle, c'est l'appel au calme. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Nantes. L'inspection générale de la police nationale a également été saisie pour déterminer les circonstances de la mort du jeune homme. Et Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, condamne fermement ces violences qui se sont déroulées la nuit dernière à Nantes. La suite de la visite en Afrique du président Macron, hier à Lagos, au Nigeria, le chef de l'État français a salué la créativité africaine dans une salle de concert mythique créée par l'artiste l'immense Fela Kuti. Cette soirée aura été l'occasion aussi de lancer l'organisation de la saison des cultures africaines qui se tiendra en France en 2020. En Thaïlande, quel dispositif et surtout quelle solution pour sortir les enfants piégés dans la grotte ? Eh bien, l'opération d'évacuation devra se dérouler en plusieurs étapes. Explication, Pauline Rosenberg. Dans cette vidéo enregistrée par la marine thaïlandaise, les enfants se présentent un à un et affirment être en bonne santé. Des images retransmises à leurs familles soulagées et impatientes. Je suis tellement heureuse qu'il soit toujours en vie et en sécurité. J'ai si hâte de le voir. Mon fils me manque. Mais il faudra être patient. Leur évacuation compliquée pourrait prendre des semaines. À cause de la montée des eaux, le seul moyen de sortir de la grotte est la plongée. Au moins 4 km à parcourir dans une eau boueuse. Or, ces adolescents sont affaiblis et ne savent pas nager. Les secouristes sont à pied d'œuvre pour les préparer à sortir. Un médecin est à leur côté. Des vivres leur ont été envoyés. Des masques et des bouteilles d'air comprimé vont être acheminés pour commencer les cours de plongée. De violents incendies en Californie après 6 mois de répit. Plus de 2000 pompiers mobilisés dans cette région de l'ouest des États-Unis, en proie aux flammes, attisées par la forte chaleur et des vents violents. Évacuation des habitants situés dans les zones à risque. On en vient au mondial de football en Russie. Victoire de l'Angleterre contre la Colombie. Après les tirs au but, sauvés notamment par une transversale lors de cette séance, les Anglais ont donc tremblé face aux Colombiens. Les 3 Lions joueront leur quart de finale face à la Suède. L'Angleterre sauve donc sa peau. Les supporters ont retenu leur souffle jusqu'à la dernière minute avant de laisser exploser leur joie. Laura Calmus. La délivrance après 120 minutes de jeu et une séance de tir au but. Dans ce peuple londonien, les Anglais triomphent. C'est pour moi la plus belle victoire du foot anglais depuis 1966, lorsqu'ils ont gagné la Coupe du Monde. Pourtant, la première période est terne. Le match débute réellement à la 57e minute lorsqu'Harry Kane ouvre le score sur pénalty. Mais les Colombiens égalisent de justesse à la 93e minute. Pendant 30 minutes de prolongation, le score reste à 1 partout. Alors avant la séance de tir au but, les Anglais veulent y croire. On perd à chaque fois au tir au but. J'ai besoin de les voir gagner cette année, juste cette fois. 4 tirs au but réussis contre 3 Colombiens, l'Angleterre brise enfin sa malédiction. Avec cette victoire à l'arraché, les Anglais affronteront la Suède samedi pour une place en demi-finale de la Coupe du Monde, ce qui serait une première depuis 28 ans. Et oui, la Suède a dominé la Suisse hier soir et décroche donc son ticket pour les quarts de finale dans un duel entre équipes européennes. Les Suédois se sont montrés plus précis et habiles devant le but, un tir sur 7 d'ailleurs cadré. Alors, quelles sont les nations qui s'affronteront pour une place dans le dernier carré ? Voici tout de suite les affiches des quarts de finale. Ce vendredi, bien sûr, Uruguay-France à partir de 17h50 à suivre donc en direct sur notre antenne. Le Brésil affrontera la Belgique et puis ce samedi, Russie-Croatie et Suède-Angleterre. Voilà qui met un terme à cette édition préparée par la rédaction et les équipes techniques de la première. L'information continue en radio et sur notre site internet. 19h, Gaël Mahé. Très bel après-midi à vous tous et on se retrouve demain à 12h30. À demain. L'information continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr.